Le 8 mars 1917, ça parle, ça chauffe à Saint-Pétersbourg, cette ville dont le nom a changé, autrefois Pétrograd, mais en 1914, ça sonne un peu trop allemand, à l'époque où la Première Guerre mondiale éclate. Et à Saint-Pétersbourg, les femmes, ce 8 mars 1917, les ménagères, manifestent, protestent contre le manque de pain dans les boulangeries et elles vont être aidées par un mouvement de grève générale. Les usines les plus grandes de Saint-Pétersbourg, Poutilov, se mettent en grève. Pourquoi un tel climat d'insurrection ? Eh bien, il faut revenir déjà à ce que c'est que la Russie à ce début de XXe siècle. La Russie, à l'époque, c'est la 5e puissance mondiale. C'est une 5e puissance mondiale et qui a connu une accélération de son processus d'industrialisation entre 1870 et le début du XXe siècle. On passe de 700 000 à près de 3 millions d'ouvriers. Mais c'est un État également pluriethnique. 125 millions d'habitants, dont 55 millions de russophones, et 85% de la société reste paysanne. Cette Russie au XXe siècle, elle est un État autocratique, sans constitution ni parlement. À la tête de cette Russie, on a un homme et sa famille, le tsar de la famille des Romanov, un tsar plus ou moins décrié. On critique l'influence d'un certain Rasputin auprès de la tsarine. Il a un fils qui est hémophile, qui a une petite santé. Et puis ce tsar, il dirige la Russie à l'aide de 5 institutions. Une administration, une police politique, l'église orthodoxe, l'armée et enfin une petite noblesse. Et cette Russie-là, à l'orée du XXe siècle, elle va déjà être secouée par une première vague révolutionnaire en 1905. Oui, on a la Russie qui est enlisée dans une guerre dont elle va avoir du mal à s'extriquer, une série de défaites. La Russie est en guerre contre le Japon et la Russie perd cette guerre-là. Et déjà à Saint-Pétersbourg, on a des mouvements de grève et des grèves qui vont être réprimées férocement dans le sang par le tsar. Et cette répression des grèves, ces grèves qui réclamaient davantage de réformes démocratiques, une constitution, un parlement, et ces grèves-là, cette répression vont entraîner tout un flot révolutionnaire. On pense notamment à l'épisode du cuirassier Potemkin qui s'est révolté. On pense à tous ces bunts, à ces révoltes paysannes dans tout l'ensemble de la Russie. Et dans cette époque insurrectionnelle, révolutionnaire, on a des assassinats politiques, on a des attentats en masse. Et sur la période 1905-1908, on va compter pas moins de, même voire plus, de 30 000 attentats et 6 000, 7 000 assassinats politiques. Et on a des révolutionnaires et on a des réseaux révolutionnaires qui sont très actifs. Et déjà à Pétrograd, Saint-Pétersbourg, se met en place une petite assemblée locale élue pour l'administration locale, élue par les forces vives de Saint-Pétersbourg, que l'on va appeler un soviet. Et ce soviet peut être dirigé déjà par un homme qui va jouer plus tard une grande influence, Léon Trotsky. La guerre éclate en 1914 et la situation s'enlise, elle n'est pas bonne pour la Russie en 1917. L'hiver 1916-1917 est catastrophique, les approvisionnements se font difficiles et c'est un climat de crise véritablement qui existe à la capitale, Saint-Pétersbourg, Pétrograd. Et donc, le 8 mars, nos ménagères, nos femmes, nos ouvriers des usines Poutilov manifestent et en quelques jours, ces grévistes vont être rejoints par la police et l'armée qui vont se joindre aux manifestants, des soldats qui ne veulent pas non plus rejoindre le front, qui sont lassés. On est vraiment dans un climat d'insurrection et cette fois, le sang va très peu couler. Et en quelques jours, le 11 mars 1917, le tsar, qui n'attendait pas moins, finalement lâche du lest et accepte sa démission, lui et sa famille. Et dès lors, un gouvernement provisoire va se mettre en place avec 3 têtes, le prince Wolf, Miliukov, qui est un... Si le prince Wolf est un libéral, Miliukov, lui, il appartient à ce qu'on appelle le cadet des constitutionnels démocrates. Et enfin, une 3e tête, un dénommé Kerensky, qui incarne le courant socialiste. Voilà pour ce gouvernement provisoire lié à la Douma, qui est une assemblée. Et enfin, à
Pétrograd, deuxième organe qui va prendre le pouvoir, en plus de ce gouvernement provisoire, on va avoir le Soviet de Saint-Pétersbourg, de Pétrograd, avec des luttes d'influence entre différents courants du socialisme. Et là, il y en a qui commencent à se friser les moustaches. Ce sont les Allemands. Et les Allemands, ils sentent le coup venir et ils vont dans le plus grand secret ramener un ancien agitateur qui avait été exilé de Russie. Cet agitateur, c'est un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, Lénine, que l'on va ramener en toute clandestinité, foutre le bazar à Saint-Pétersbourg, et il va réussir notamment à gangréner par ses idées bolcheviques. Il va écrire des thèses radicales assez controversées et sans commune concession pour l'époque, la fin de la guerre totale, la sympathie avec l'ennemi, la nationalisation des terres. On a cet homme-là qui commence à agiter et à remuer cette poudre déjà qui ne demande qu'à s'enflammer encore plus. Ce gouvernement provisoire, il fait souffler un vent de réforme démocratique. On va avoir des élections au suffrage universel direct, on va avoir l'abolition de la peine de mort, on va lever les peines pour des motivations politiques, on va autoriser des libertés, la liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté d'opinion. Mais le problème, c'est que la Russie ne va pas se remettre d'une grande offensive qu'elle va tenter en juillet 1917. Et Lénine va forcer un petit peu la main. Ce sera l'occasion, une prochaine fois, de parler de la révolution d'octobre-novembre 1917. Mais ça, c'est une autre histoire. Déjà, dans notre calendrier à nous sommes en mars. Dans le calendrier russe, nous sommes en février. La révolution de février-mars 1917. Un premier tournant pour la Russie avant ces 10 jours qui bouleversèrent le monde.